Bonjour à tous. Rayon de soleil dans la vie, vous la verrez toujours sourire. Ses petits 8 l'adorent et la considèrent comme le géant solaire. Nous voici avec Ina, la fille de la lune et du soleil. De ses débuts à sa sélection en équipe de France U20 cette année, vous en apprendrez plus sur elle. Le pouvoir du destin et du travail avec Ina Ikaegi, c'est maintenant. Bonjour Ina, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Est-ce que pour ceux qui nous découvrent, tu pourrais te présenter ? Nom, prénom, origine, taille, compétences, etc. Ina Ikaegi, 19 ans, wallisienne, dans l'océan Pacifique, née en France, et je fais 1m83. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter quand et comment tu as découvert le rugby ? Alors j'ai commencé à 9 ans à Le Forêt. J'ai commencé parce que mon frère en faisait déjà depuis 2 ans, par les origines, mon père aussi en avait fait à Arras. Donc je me suis dit pourquoi pas. Qui t'a fait rester ? Le fait que mon gabarit soit mis en avant, parce que c'est vrai qu'au début je voulais faire de la danse, tout ça, mais je suis quand même assez large, donc je me suis dit non, le rugby ça me va avec le contact, tout ça j'aime bien. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes inspirations au niveau du rugby, que ce soit des rugbyman, des rugbywoman ? Ça restera mon frère, parce que aujourd'hui mon frère joue à Nevers. Et je l'ai toujours pris comme exemple et ça restera toujours mon exemple. Et justement, tu as une famille de rugbyman. Est-ce que tu pourrais nous raconter son histoire et ce qui fait la perpétuation du rugby dans votre famille ? Mon frère a commencé à Le Forêt du coup. J'ai commencé à Le Forêt. Asso est arrivé au Ille-et-Mer à l'âge de 13-14 ans il me semble. Du coup, je me suis dit genre le haut niveau c'est quand même pas mal. Et du coup lui est parti au Racing. Moi, je suis arrivée à Villeneuve 1 an ou 2 ans après, il me semble. Villeneuve, j'ai bien aimé parce que c'était très familial, tout ça. Puis le fait de voir des filles et avoir les cadettes féminines aussi, ça m'a plu, ça a énormément plu. Du coup, mon frère aujourd'hui, depuis 2 ans, est à Nevers. Et mon père, lui a commencé en arrivant en France à Arras. Est-ce que tu pourrais nous dire le palmarès rugbystique que tu as ? En arrivant à Villeneuve, j'ai fait le pôle espoir. Et du coup, j'ai fait 2 ans de pôle espoir et durant ces 2 ans, j'ai fait 2 top 100 et 1 top 50 après l'année du Covid. Et l'année dernière, j'avais fait les tests pour les U20. J'ai pas été prise parce que je revenais de blessure. Cette année, j'ai un peu ma revanche. J'ai travaillé dur depuis août, depuis mon retour de blessure. Cette année, j'ai fait partie des U20. Et quels seraient pour toi les meilleurs souvenirs de tes saisons vécues ? Mes meilleurs souvenirs, ce sera peut-être quand j'étais en double licence avec Marc Ambarel, quand on a remporté le championnat des Flandres. Aussi en cadette après, ma première année de cadette, c'était le championnat de France où on a fini vice-championne. Est-ce que tu as d'autres passions extra-rugby ? Le dessin, je dessine beaucoup. Je dessine énormément tout ce qui est de Polynésie, Maori, tout ça. Le rugby, c'est tout. C'est déjà bien. On va rentrer dans tout l'aspect préparation et mode de vie. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton mode de vie ici, donc que ça soit ta vie d'étudiante et ta vie de rugbywoman, et faire un parallèle avec Marc aussi, quand tu étais en sélection de France U20, et nous dire tout ce qui est avantages et inconvénients. Alors moi c'est différent parce que je suis en apprentissage, donc lundi, mardi je suis à l'école. Donc je me lève à 6h du matin pour partir à 6h50 pour arriver à 8h30 à Aubourdin parce que j'habite à Roubaix. Donc j'ai cours, à midi j'ai la pause déjeuner, je termine à 17h et à 17h je dois partir directement soit en transport soit avec Léa Gallet vu qu'elle y travaille pour à 18h commencer la muscu ou le CE. Je termine à 21h, je rentre chez moi à 22h à cause des transports. Et ma journée type en travaillant ici au club, je me réveille à 7h30 pour partir à 8h pour arriver ici à 9h30. Et tout dépend, mais soit j'entraîne les enfants, soit j'ai des missions sur les événements. Et je pars à 17h30 pour arriver à 18h pour l'entraînement. Et pareil, 21h, 22h. Et donc tu as combien d'entraînements par semaine ? 3 entraînements de terrain, 2 de muscu. Mais moi en plus je fais énormément de muscu entre le midi, donc tous les midis je suis à la muscu. Est-ce que tu as un secret de préparation ? J'ai un rituel, c'est toujours de mon strap de pouce toujours. Et en gros j'ai des prénoms que je mets dessus. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais je leur parle. Enfin c'est pas que je leur parle, mais je me dis que en gros, ce que je vais faire de bien durant le match, ça sera pour eux. Et tu mets qui ? Je mets mon frère, je mets Ika.
parce que mon nom de famille est trop grand, donc je mets juste Ika. Et après, je mets une petite croix pour mon papy. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter comment c'était à Marcoussis, nous raconter un peu tout ce qui était la vie, combien t'avais d'entraînement, à l'heure à laquelle tu te couchais, s'il y a des petites choses comme ça qu'on pense pas quand on voit le grand centre? C'est incroyable. Déjà, c'est incroyable parce que le retour que j'ai pris en revenant ici, c'était une petite claque parce que j'étais fatiguée pour rien. Du genre, le lundi, on avait récup le matin. Donc l'après-midi, c'était clarté, donc c'était mise en place de terrain en marchant. Après collation, repas à 19h et après récup scolaire et tu dors comme tu veux, mais moi je dormais facilement à 22h parce que il y avait très peu d'entraînement, mais du coup l'intensité est quand même assez forte. Puis la veille, je venais de jouer vu qu'on avait l'once, donc j'étais quand même assez fatiguée. Le mardi, c'était au matin muscu, mise en place vitesse. L'après-midi, c'était du jeu à vitesse plus. Et pareil, collation, repas à 19h, dodo à 22h. Et par contre, le mercredi, c'était la grosse journée de la semaine parce que le matin, c'était quand même muscu, mise en place de jeu. Et l'après-midi, c'était rugby ball and play. Donc rugby ball and play, c'est 3 blocs de jeu intenses. Donc ça dure 15 minutes, mais c'est vraiment intense. Tu t'arrêtes vraiment pas de courir, donc c'était assez dur. Et en plus, la deuxième semaine, on l'a fait contre le 15 de France. Donc là, tu vois la différence entre les moins de 20 et les 15 parce que ça envoyait. Donc l'impact, ça allait, mais la vitesse était vraiment plus que l'élite. C'était choquant. Comment tu l'as vécu là-bas, l'intégration, la vie, la relation avec les coachs, tout ce que tu as pu faire là-bas? Au début, j'étais un peu en retrait parce que j'étais la seule de Lille et en fait, t'avais les filles du pôle France. Du coup, elles se connaissaient déjà toutes. Donc toi, sur le côté, t'oses pas vraiment rentrer dans le groupe en mode « Hey, salut c'est moi, j'ai pas d'amis !» Mais du coup, plus les jours ont passé, plus j'ai réussi à m'intégrer dans le groupe. Donc ça va. Après, avec les coachs, c'est vrai que moi, j'ai quand même une distance, donc je vais pas aller rigoler comme les autres allaient rigoler avec eux. Mais ça va, tout était sain, il n'y avait pas de compétition mauvaise, il y avait de la compétition que saine. On va revenir aussi au moment où tu l'as appris. Donc je pense que je vais te laisser raconter cette journée parce que c'était peut-être une manière assez extraordinaire d'apprendre sa sélection. En fait, on jouait l'once, le match de l'once, et toute la journée, je me suis dit on va gagner le match. Et en gros, on joue, on gagne, et au moment du cercle, Alex annonce comme quoi il y avait une des deux filles qui allait être prise en sélection. Et je regarde Clémentine en mode t'as fait ton passeport toi? Parce que moi je l'avais fait mais je pensais pas que ça allait être moi et quand elle annonce mon prénom en fait je chiale littéralement, je pleure et tout le monde vient dans mes bras, tout le monde me lève, je me suis dit waouh, elles ont réussi à me soulever là, je suis dans les airs. Et franchement j'étais trop contente et j'en revenais pas. J'étais en train de trembler, j'avais les oreilles qui chauffaient, enfin c'était un moment incroyable et en fait la première chose que j'ai pensé c'est aller voir tout de suite ma famille qui est au club en haut pour leur annoncer et j'ai chialé clairement et ils étaient tous heureux, c'était un moment incroyable. Et pour tous les jeunes qui te poseraient la question, c'est comment Marcoussis, tu leur raconterais quoi? Ça dépend parce qu'ici ils sont petits, ils vont vraiment se perdre. Il y a quand même 7 terrains, les bâtiments ils sont quand même assez grands. Moi je leur dirais quand même de faire attention parce qu'il y a des oies, et j'ai failli me faire attaquer. Donc bon, non en vrai c'est quand même un lieu incroyable. Il y a des petits endroits où par exemple chez Dodo, chez Domi, il y a un bar et en gros derrière en face du bar t'as le nom de tous les joueurs qui ont eu un contrat et tu vois parmi toutes les femmes, tous les hommes et ça je trouve ça incroyable et en fait à chaque endroit de Marcoussis il y a des petites histoires et moi je leur dirais que ok c'est incroyable, c'est l'équipe de France mais il y a une histoire derrière et c'est important d'aller la connaître. Est-ce que tu en rêvais quand tu étais petite? Quand j'étais petite, oui. J'en rêvais et je me disais pas que j'allais y être. Je me suis dit que quand j'ai porté le maillot la première fois, je me dis ça y est, je l'ai fait. Et je suis partie m'enfermer dans les toilettes parce que j'ai pleuré devant tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous dire quand tu as eu le déclic que ton corps était un avantage et pouvait vraiment te permettre d'aller jouer à haut niveau, avec bien sûr de l'entraînement, etc.
Je le savais pas vraiment, mais quand je suis arrivée en cadette et que j'ai vu tout le monde un peu m'engueuler, parce que c'est vrai que je faisais déjà 1m80, j'étais grande, épaisse, mais je prenais pas en compte mon corps comme un outil qui pouvait être utile. Du coup, quand j'ai compris que les gens commençaient à m'engueuler en me disant « Mais Ina, ton corps par rapport à la petite ailière ou même à la pilier, t'es quand même assez massive, faut l'utiliser. » Donc j'ai commencé petit à petit, mais je pense que la vraie réalisation c'était l'année dernière quand je suis arrivée en élite, parce que j'ai vu des filles dans le même gabarit que moi savoir l'utiliser et je me suis dit « Ah mais moi je fais pas ça, ah mais je fais pas ci » et du coup j'ai travaillé sur moi cette année et je me suis dit mais là en fait il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc je pense que j'ai vraiment réalisé cette année, l'année dernière, quand je suis arrivée ici en élite, que c'était un vrai outil. Est-ce que le rugby t'aide dans l'acceptation de ton corps dans la vie de tous les jours ? Non, c'est au rugby, c'est assez compliqué parce que quand je suis en débardeur, en vêtements de rugby, en short et tout, je me sens bien. Parce que je me dis, bah, le rugby, c'est ça, en fait. Mais par exemple, si je dois aller à une soirée avec un top ou une robe à bretelles, je me sens hyper mal à l'aise parce que je vois tous les regards des gens. Et j'ai déjà eu des réflexions en mode, ah, mais t'es baraque, tu vas me soulever, tu me fais peur et tout. Et c'est vrai qu'au début, j'en étais fière. Mais en fait, je me dis, mais en fait, ok, je suis un corps d'homme, mais je suis une femme, quoi, derrière. Et en fait, faudrait essayer de normaliser le fait que les femmes fassent du rugby et même de la musculation et que c'est normal d'avoir un gabarit extra comme ça. Et tu dirais quoi à une petite fille qui a les mêmes proportions que toi, donc qui est très grande pour son âge, pour une fille entre guillemets, pour l'aider à justement accepter cette force ? Mais je pense que je dirais comme toutes les personnes qui m'ont aidé un peu à accepter mon corps, que de leur dire que si elle fait du rugby, c'est un outil de travail et que même dans la vie de tous les jours, ça devrait pas la gêner parce que c'est normal et que moi, je le disais à une de mes cousines que je dis mais regarde, t'as un corps assez large, et qui va t'embêter dans la vie de tous les jours ? Je dis personne va vouloir t'embêter, donc c'est un peu extra de dire ça, mais il faut savoir mettre comment dire les choses je sais pas comment dire, mais positiver le mal, le fait que toi tu te sentes mal, il faut que tu vois que ça peut être utile dans la vie de tous les jours. Comme moi, quand au collège, je le vivais vraiment très mal. Et au final, j'en ai joué de ça pour éviter tous les problèmes que j'ai eus ou aller aider mes copines quand elles avaient du harcèlement et tout, tu vois. Genre, c'est peut-être bête, mais c'est utile dans la vie de tous les jours. On va revenir un peu à Marcoussis. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as appris là-bas, ce que tu changerais et ce que ça te donne envie d'accomplir ? Déjà, j'ai appris que le leadership, c'était hyper important parce que que ce soit le leadership ou le fait de se sentir au sein du groupe, le fait de participer, le fait de parler, ça resserre le groupe et je pense que ça c'est un truc que je faisais déjà pas en élite et je pense que ce serait utile de le mettre maintenant. Si je devais changer... la timidité ça a été un problème aussi au début, le fait que je me mélange pas. Et alors, je vois pas grand chose. Parce que je suis quand même plutôt fière de ma semaine. Et maintenant, ça te donne envie d'accomplir quoi ? Mais je me suis rendu compte que contre le pot du 15, que ça me donnait encore plus envie de continuer. Et vu que c'était ma dernière année en moins de 20, ça me donne encore plus envie de participer au 15. Ne serait-ce que faire des stages de préparation pour après, évoluer au rugby et après pouvoir passer au 15 de France. On va passer maintenant sur tes objectifs futurs, donc que ça soit au niveau du club cette année ou dans le futur. Donc c'est quoi tes objectifs ? Mais là cette année on est bien parti et là le 14 mai j'espère pouvoir gagner l'écart pour passer au demi et qui sait, Inch'Allah, passer en finale. Mais c'est vrai que moi mon objectif c'est quand même de gagner le championnat de France avec Villeneuve parce que ils l'ont fait il y a quelques années
ils sont tombés et en fait là mon but c'est avec toutes les autres filles je pense c'est de remonter et de leur dire que même si dans le Nord c'est pas le pays du rugby, on est capable de remporter un championnat nous aussi. On va parler maintenant du côté sombre, plus ou moins négatif d'être sportif de haut niveau, surtout au rugby féminin puisque c'est toujours amateur. Est-ce que tu pourrais nous raconter tout ce qui a été sacrifice ou choses déplaisantes que tu as pu faire ou avoir à faire? Des sacrifices, je prends pas ça comme des sacrifices, je pense que c'est plus des choix, parce que c'est moi qui ai voulu partir dans le haut niveau, donc je pense que c'est plus des choix, mais on peut parler de la famille, même si j'habite à 30 minutes d'ici, avec le travail, le rugby, c'est un peu compliqué de rentrer les week-ends, surtout que les week-ends on part sur 2 jours. C'est vrai que j'ai coupé un peu les ponts avec mes amis parce qu'on n'a pas la même... Enfin, j'ai pas coupé les ponts, mais j'ai beaucoup moins de disponibilité pour aller les voir. Et quand ils font une soirée, par exemple, le vendredi, moi je peux pas parce que j'ai entraînement. Donc c'est vrai que la partie sociale, c'est un peu compliqué. Mais ça va parce que j'ai les copines du rugby, donc on arrive à gérer sur le même tempo. Donc je prends pas ça pour des sacrifices, mais des choix. Et je le vis pas mal non plus, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler de la compétition avec les filles du même poste, que ce soit à Villeneuve ou en équipe de France U20 ? Comment ça se passe entre rugby women ? Déjà à Villeneuve, je ressens aucune compétition, que ce soit avec Emma ou Toto, enfin Julie Tonin, je reçois aucune. On est toutes saines entre nous. Et par contre, en équipe de France, pendant mon stage moins de 20, il n'y en avait aucune, clairement il n'y en avait pas. Mais à Toulouse, tu voyais que tout le monde voulait gagner sa croûte pour participer au stage. Et c'est vrai que c'était un peu dur parce que j'ai pas été... Enfin, moi je suis pas habituée à avoir de la compétition hyper dure comme ça. Donc c'est vrai que ça a été dur, mais j'ai fait avec. Et je me suis dit, si elles veulent jouer à ça, moi aussi je vais jouer à ça. Donc bon, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça fait de jouer un crunch et la bonne étoile qui t'a souri, puisque de base tu devais être remplaçante ce jour-là ? Déjà le crunch, le premier je l'ai trouvé bien, mais il y avait encore du côté des Anglaises, je pense qu'il y avait encore un peu de retenue sur leur rage, comme on connaît les Anglaises, comment elles sont. Mais par contre le deuxième match, là on a vu que elles en voulaient. Et que vraiment, genre, là, tu sentais vraiment le crunch, quoi. Tu voulais en découdre et tout. Donc, c'était trop bien. Et par contre, sur ma titularisation du premier match, ça a été assez surprenant parce que j'étais numéro 18, donc remplaçante. Et notre journée off, le jeudi, une fille, enfin notre manager, envoie un message dans le groupe en disant... Adèle est partie se faire opérer de l'appendicite, donc elle sera off des 2 matchs qui va suivre. Et du coup, moi je regarde les filles, je fais mais du coup ça fait quoi est-ce que je joue, est-ce que je joue pas? Je me suis posé un tas de questions à ce moment-là. Et en revenant de ma journée off de Paris, la manager m'appelle et me dit Ina, comme prévu, vu que Adèle s'est blessée, tu rentreras titulaire. Donc moi j'étais intérieurement contente, mais assez dégoûtée parce que je me sentais comme prendre la place d'une de mes copines. Mais après je me suis dit c'est une chance, faut pas que je la loupe et je vais la prendre sans la gâcher, quoi. Quels seraient pour toi les fondamentaux pour se lancer dans le sport, que ce soit nutrition, soutien de la famille, envie? Déjà, je pense que le plaisir d'abord. Faut que l'enfant, faut qu'il y ait du plaisir, qu'elle kiffe ou qu'il kiffe, parce que on voit un nombre d'enfants ici à l'EDR qui sont un peu forcés, on va dire, et ils prennent pas de plaisir. Donc je pense que plaisir déjà, ambition et savoir vivre avec ses coéquipiers et prendre du plaisir surtout, prendre du plaisir. On va s'écarter 30 secondes du sujet pour parler du coaching, puisque tu entraînes les petits U8. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce que ça fait ? Ça demande énormément de patience, parce qu'à cet âge-là, ils aiment bien courir à droite, à gauche, mais ça va. Au début, c'était assez compliqué parce que je savais pas comment parler aux enfants, parce que j'ai l'habitude d'avoir des ados. Et là, avec le moins de 8...
c'est des petits cœurs, en gros, quand tu lèves la voix, ils t'écoutent. Quand ils font des conneries et que tu dis un truc, ils vont arrêter. Mais c'est des petites boules de joie. Quand t'arrives le mercredi, ils sont là en mode « Salut, coachina !» Ça te donne que envie d'entraîner. Et puis, ils sont carrément à l'écoute. À cet âge-là, ils sont trop choupis. C'est la dernière question. Si tu as 1 minute pour expliquer en tant que joueuse comment les contrats pro que le club essaye de mettre en place peuvent aider le développement, que ce soit de notre club, mais aussi du rugby féminin en général, tu as 1 minute pour convaincre les gens. Déjà, moi, je suis au CEL, au centre d'entraînement, donc j'ai déjà énormément d'aide, que ce soit aide au loyer, aide au transport. Donc déjà, ça nous, pour les étudiantes, ça permet d'alléger le porte-monnaie, qu'on ne soit pas à serrer la ceinture à la fin du mois, qu'on ne soit pas en stress à l'entraînement, et que ça joue sur les blessures et tout. Donc je pense que les CDD, ça va permettre aux filles d'avoir d'un allègement mental, et aussi leur dire que le travail paye, que par rapport aux garçons, que ça se démocratise. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!